Bonjour à tous, je suis Rex et je suis en charge de vous présenter la chaîne Angle Droit. Pour cette première vidéo, on va faire de l'histoire du droit en s'intéressant aux ordalies, ce qui va vous permettre de faire votre petit effet en soirée. Mais pourquoi s'intéresser à l'histoire du droit quand on fait de la vulgarisation juridique, me direz-vous? Parce qu'apprendre l'histoire du droit permet de mieux comprendre notre système actuel. Aujourd'hui, pour établir la culpabilité de quelqu'un, on a recours à différents moyens de preuve, comme les empreintes digitales ou la vidéosurveillance par exemple. Mais comment faisait-on autrefois, avant le perfectionnement de la science et des technologies? Eh bien, on utilisait l'ordalie. Vous voulez du sang, du gore et encore du gore? Alors restez par ici, vous allez être gâtés. Mais avant de parler vraiment de l'ordalie, qui est une technique utilisée sous le Moyen-Âge, on va s'intéresser au droit durant l'Antiquité. On va faire un bond en arrière avec l'émergence de la République romaine en -509 avant Jésus-Christ. À cette période, le droit est extrêmement novateur pour son époque. Par exemple, on parle déjà de causes d'irresponsabilité pénale. Ces causes permettent de considérer qu'un enfant ou une personne atteinte de folie n'est pas totalement responsable de ses actes. Ils vont donc être jugés avec moins de sévérité. Autre exemple de cette modernité, c'est la loi des 12 tables, datant de -451 avant Jésus-Christ. Cette loi fixe une liste d'infractions et les peines qui en découlent. Il ne sera pas possible pour le juge de prononcer une autre peine que celle prévue par la loi. C'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité des peines. Dernier exemple, c'est que les juristes romains ont établi une hiérarchie dans les preuves, car bien sûr, certaines ont plus de valeur que d'autres. L'aveu est la preuve qui a le plus de valeur, on a ensuite le serment, puis le témoignage. Finalement, à part le serment qu'on n'utilise plus trop compte tenu de sa teneur religieuse, les autres preuves sont encore très utilisées dans notre droit moderne. Mais malheureusement, au Moyen-Âge, on constate une grosse régression sur le plan juridique. En effet, l'Empire romain s'est effondré et le droit élaboré et abouti qu'il avait construit l'a suivi dans sa chute. Ceux que l'on appelle les barbares, c'est-à-dire les peuples venus de l'Est de l'Europe, vont amener leur propre droit, qui a une approche très différente. Ce n'est pas un droit théorique et codifié comme le droit romain, mais un droit fondé sur la pratique. Plus particulièrement, le droit pénal barbare se fonde sur la vengeance privée. S'il y a un litige, les familles vont venger l'offense qui leur a été faite, mais sans l'intervention d'une juridiction. Et oui, à l'époque, comme les juridictions ne sont pas suffisamment puissantes, on se fait justice nous-mêmes. Autre exemple de cette régression juridique, c'est qu'on a renversé la charge de la preuve. Ne paniquez pas, je vous explique. Pendant la période romaine, la preuve incombait à l'accusateur, donc celui qui accuse. Et sous la période moyenâgeuse, au contraire, la preuve incombe à l'accusé. Pour être plus clair, au Moyen-Âge, si mon père meurt assassiné et que je vous accuse d'avoir commis ce crime, c'est à vous de rapporter la preuve que vous n'avez rien à voir avec ce bordel et non pas à moi de prouver pourquoi je vous accuse. Il faut comprendre qu'au Moyen-Âge, on ne doit plus démontrer l'exactitude de tel ou tel fait, mais démontrer que l'on est pur. Et pour ça, on utilise deux méthodes, le serment et l'ordalie. Alors, le serment, vous avez déjà une idée de ce que ça peut être. C'est une affirmation très solennelle où vous allez contester la véracité du fait qu'on vous reproche. En fait, on prend les dieux à témoin. C'est l'un des moyens de procédure les plus utilisés au Haut Moyen-Âge au cours des procès pénaux. Ce n'est pas vraiment un moyen de preuve, mais plus une façon de se purger de l'accusation et d'être relaxé par le juge. Ce serment purgatoire nécessitait d'être accompagné de témoins. On les appelle les co-jureurs, et ils sont en charge d'attester la sincérité du serment. Le nombre de co-jureurs change selon la nature de la faute et la condition de l'accusé. Pour l'anecdote, Grégoire de Tours écrivit que la reine mérovingienne Frénégonde avait dû s'entourer de plus de 300 co-jureurs, alors qu'elle était accusée d'avoir fricoté avec un autre que son mari. Mais bon, le serment purgatoire, on va pas trop s'étendre là-dessus, puisque je voulais surtout vous parler des ordalies. Si les deux parties au procès font un serment toutes les deux, eh ben, c'est raté. Et c'est pareil pour les esclaves qui ne peuvent pas non plus prêter serment. Il faut donc dépasser cette difficulté, et pour savoir, on a recours à l'ordalie. Alors, qu'est-ce que c'est précisément? C'est une forme de procédure pénale qui consiste à soumettre les plaidants à une épreuve. L'issue de cette épreuve est déterminée par Dieu, d'où le fait qu'on appelle aussi les ordalies jugement de Dieu. Quand on a recours à l'ordalie, on ne compte pas établir la véracité de tel ou tel fait. Le but, c'est de prouver encore une fois que l'accusé était pur au moment où il a prêté serment. Dieu prend quelque part la décision à la place du juge. Si au début l'Église la condamne car elle voit l'ordalie comme une pratique païenne, elle sera contrainte de l'accepter, car trop utilisée pour être interdite. On va donc distinguer deux types d'ordalies. Il y a les ordalies unilatérales et les ordalies bilatérales. L'ordalie unilatérale consiste à soumettre uniquement l'accusé à l'ordalie. Si jamais l'accusé est un clerc ou une femme, on va avoir recours à un champion, qui va faire l'épreuve à leur place. L'ordalie prend donc plusieurs formes. Il y a l'ordalie de l'eau bouillante, ou de l'huile, c'est au choix. On porte à ébullition l'eau dans un chaudron et on y place une petite pièce de métal que l'accusé va devoir ressortir. Il faut que tu brasses bien quand tu as la main dans le fond. La vie
Concentre-toi. Concentre-toi seulement sur la clé, Adriana. Oublie le reste. Lorsqu'il l'a trouvée, il retire son bras qu'on va enrouler dans un linge pendant 3 jours. Puis on ouvre et le juge observe la plaie. Si c'est propre, tant mieux, la personne était pure quand elle a prononcé le serment, donc elle n'est pas coupable. Et si tu cicatrises mal, tant pis pour toi mon chou, tu es coupable. Il y a aussi l'ordalie du fer rouge, et c'est guère plus glorieux. On répand des cendres sur le sol, puis on y fait marcher l'individu. Petite variante, on peut aussi lui faire prendre une barre de fer chauffée à blanc à pleine main. Rebelote, on fait un petit paquet et on regarde la cicatrisation 3 jours plus tard, en tranchant en fonction de l'état. C'est d'ailleurs de là que viendrait l'expression « mettre sa main au feu », signifiant que l'on est sûr de ce que l'on avance. Si cela peut vous rassurer, plusieurs anthropologues ont conclu qu'on avait assez peu recours aux ordalies de ce type. Le but était plus d'exercer une pression psychologique sur l'accusé qui allait avoir tendance à faire ses aveux avant de procéder à l'ordalie. Et franchement, on peut le comprendre. Ces systèmes sont évidemment cruels et arbitraires. L'Église va condamner ce genre de pratiques et parvenir à les faire interdire pour des ordalies moins violentes. Enfin, la notion de violence, c'est tout relatif au Moyen-Âge. On a donc recours à l'ordalie de l'eau froide, puisque l'eau chaude, c'était pas très gentil. On remplit un grand bassin d'eau, un prêtre vient le bénir, et on y balance l'accusé. Si l'accusé coule, c'est con parce que ça signifie que l'eau bénite l'avait absorbé car il était pur, et ça lui fait une belle jambe maintenant qu'il est mort noyé. Si l'accusé flotte, alors l'eau bénite a refusé l'accusé car il était impur, il est donc coupable, et il va probablement se faire fouetter ou empaler de quelque façon que ce soit. Ah, la logique du Moyen-Âge. En dehors de cette anecdote, il est intéressant de souligner que cette ordalie est influencée par 2 traditions très différentes. D'un côté, on a la tradition païenne qui repose sur des croyances archaïques, et de l'autre, on a la tradition chrétienne, avec le rite de l'eau bénite. Ordalie suivante, c'est l'ordalie du pain et du fromage. Elle consistait à faire manger une très grande quantité de pain et de fromage à l'accusé. Si à force d'être gavé, l'accusé finit par vomir, il est coupable, et s'il garde le tout, il est pur. Et puis l'Église a l'idée diabolique de remplacer le pain et le fromage par une hostie, lorsque l'accusé est un prêtre. Et là, si jamais tu as déjà mangé une hostie dans ta vie, tu ne peux que compatir avec ce pauvre prêtre, puisque l'hostie donne la sensation d'avoir un bout de carton coincé en haut du palais, alors 50... Cette ordalie est relativement sympathique comparée aux autres, pour peu que le fromage en question soit du Saint-Nectaire et non pas du gruyère, parce que le gruyère ça donne des aftes. Il y a aussi l'ordalie du cadavre, et oui, j'enchaîne sans pression sur les cadavres après cet aparté culinaire, j'espère que personne n'y voit de problème. Alors, l'ordalie du cadavre, rien qu'au nom, je sens que vous frémissez d'envie. On l'utilise lorsqu'il y a eu un homicide. On ligote l'accusé et le cadavre l'un contre l'autre et face à face. On les met dans une boîte et on rouvre au bout d'une semaine. Le but est de regarder si le cadavre n'a pas, je cite, mangé le nez et le menton de l'accusé, ce qui est une très jolie métaphore pour parler du transfert de la putréfaction à un corps sain. Il y a une autre ordalie du cadavre qui consiste à l'amener au procès. On l'installe sur une chaise et tout le tintouin, et si jamais le cadavre se met à saigner du nez, l'accusé est coupable. Je sais pas qui a décidé ces règles en matière de culpabilité, mais j'ose espérer que c'était au cours d'une soirée très alcoolisée, parce que ça m'a l'air tout aussi rationnel que le règne du roi Geoffrey. Mais les réjouissances ne sont pas terminées, puisqu'il y a l'ordalie bilatérale, où on soumet à la fois l'accusé et celui qui accuse. Cette ordalie bilatérale apparaît dès le VIe siècle, pour éviter d'avoir recours au duel, qui impose nécessairement qu'une des 2 personnes meure. Il y a donc l'ordalie de la croix, par exemple. L'accusateur et l'accusé se mettent face à face et mettent les bras en croix, dans le but de tenir le plus longtemps possible. Et c'est le premier qui abandonne qui perd, et donc qui est impur, puisque Dieu l'a abandonné. C'est aussi de là que serait née l'expression courante « baisser les bras » pour dire qu'on abandonne. Mais le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, va l'interdire en 818, car il estime que cette ordalie parodiait la passion du Christ. Mais il est difficile de mettre complètement fin au duel, vieux comme Hérode, puisqu'on en trouve déjà des traces dans la fameuse loi salique datant du IVe siècle. So I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. L'Église n'apprécie pas le duel judiciaire, puisqu'elle considère que la mort du vaincu constitue un homicide, si bien que celui qui a été relaxé par la procédure du duel mérite d'être jugé pour homicide. Ah ben super, tout ça pour ça, nous voilà bien avancés. Le pape Nicolas Ier condamne lui-même cette pratique, considérant qu'elle est contraire à la loi divine. Après avoir sanctionné le vainqueur, on va ensuite sanctionner le vaincu, en considérant qu'il s'est littéralement suicidé. Au Moyen-Âge, le suicide est un péché, et il est condamné à tel point que le suicidé est privé de résurrection et que ses biens sont confisqués. On fait même parfois des procès au cadavre ou à sa famille.
Le duel judiciaire va se pratiquer bien après la fin du Moyen-Âge, puisqu'on le retrouve jusqu'au XIXe siècle, preuve que cette méthode était très ancrée dans les mœurs. Alors c'est assez simple de se moquer avec le recul. C'est vrai que les ordalies sont un peu le symbole d'un Moyen-Âge archaïque qu'on résume parfois à la chasse aux sorcières, à la peste noire ou à l'Inquisition. En vérité, le Moyen-Âge a complètement oublié le droit antique romain qui était très élaboré pour son époque et qui a profondément inspiré notre droit français. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, les juridictions sont très faibles sur le plan institutionnel. Il y a trop de contentieux pénal et les juges manquent de formation. Donc, pour dépasser la difficulté, on se remet à des éléments extérieurs, donc nécessairement arbitraires, pour trancher les litiges. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je traite d'un thème en particulier ou que vous avez des questions en matière de droit, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Je serai ravie d'avoir de nouvelles idées. En attendant, je vous dis à la prochaine! D'un côté, on a la tradition païenne, qui repose sur des croyances archaïques, et de l'autre... Babouche En dehors de cette anecdote... Ah Babouche Bah t'es chiante là, hein.